Dans cette vidéo, nous allons parler de la Sangha. La Sangha, c'est un terme que nous utilisons beaucoup, que vous utilisez aussi, qui suivez les enseignements de Swami. Et donc, nous allons développer un peu, clarifier déjà, en tout premier lieu, qu'est-ce que la Sangha. Namasté Swami. Namasté Banda. Alors, depuis quelques années, il y a une Sangha qui s'est formée autour de toi. Beaucoup de gens souhaitent rejoindre cette Sangha ou ont le sentiment d'appartenir déjà à cette Sangha. Ça me semble important de clarifier déjà, de bien comprendre ce que cela signifie. C'est encore un terme sanskrit que l'on utilise. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que c'est pour toi la Sangha? La Sangha, c'est une famille spirituelle, pour dire les choses simplement. Donc, une famille, ça veut dire qu'on a, non plus ce ne sont pas des liens biologiques, mais ce sont des liens de cœur et de conscience. Voilà. Et on peut se découvrir faisant partie de cette famille de cœur et de conscience. La Sangha, c'est cela. Au départ, on a une famille biologique, et on sait tous comment ça se passe, c'est pas toujours évident, hein, les affinités. Et nous devons, à un moment donné, trouver la famille, parce qu'elle est importante, mais la famille spirituelle. Voilà. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui nous aide sur le chemin, notre chemin d'élévation, de rencontrer des personnes qui ont le même objectif, qui sont dans cette démarche, mais avec lesquelles on va pouvoir se retrouver pour voilà, cheminer ensemble et s'aider. Avec une particularité, c'est que la Sangha se forme autour d'un enseignant spirituel, puisqu'il y a la notion aussi de se réunir en compagnie de la vérité. Oui, parce que sans ça, évidemment, ça pose des problèmes, parce que les égos sont présents. On a beau avoir cette aspiration, mais on ne reste pas moins qu'on vient avec nos croyances, nos égos, et finalement, tout cela, s'il n'y a pas un enseignement, s'il n'y a pas un référent vraiment spirituel, ça pose problème. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut comprendre que la Sangha a un rôle particulier quand elle se crée autour d'un enseignant spirituel. C'est pour ça qu'il y a différents niveaux. On peut se sentir, ce sentiment d'appartenance, tout en étant à distance. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes. Hein. Oui. Et il y a beaucoup de personnes qui nous suivent depuis et qui ont ce sentiment d'appartenance qui est tout à fait juste, parce que sur le plan spirituel, il y a cette affinité, sur le plan du cœur. Alors ça, c'est un premier niveau. On peut faire partie de cette communauté, mais je préfère utiliser ce terme de communauté qui est plus vaste, du cœur et de la conscience. D'ailleurs, on a créé une page Facebook comme ça, qui s'appelle Communauté du cœur et de la conscience. Mais la Sangha, c'est vraiment le noyau autour du maître, avec une singularité, c'est qu'on est là pour aider l'enseignant spirituel à accomplir sa mission, la mission pour laquelle il est venu dans ce monde. Donc il y a une responsabilité particulière, et donc ça nécessite des attitudes, une maturité certaine sur le plan spirituel et certains comportements. Et toutes les personnes n'ont pas cela. Donc on peut faire partie de cette communauté sur le plan virtuel, hein, et que ce soit quelque chose de très fort, hein, de très sincère, mais ne pas forcément être prêt à venir physiquement parlant près de la Sangha, parce que là, on en a parlé dans notre vidéo concernant le Seva, il faut être totalement dans ce Seva, être totalement disponible, être au service de la Sangha, faire ce qui est nécessaire pour aider l'enseignant à accomplir finalement sa mission. Et ça veut dire qu'il faut vraiment avoir fait un travail sur l'ego déjà. Ce qui n'est pas du tout évident, car beaucoup de gens qui sont dans cette démarche spirituelle viennent pour être confrontés à leurs difficultés, notamment à leur ego.
Et ça ne peut pas marcher quand on est tout proche du maître. Sinon, on devient le centre de gravité. On devient voilà, on interfère avec nos problèmes personnels, on est dans des besoins, dans des exigences, alors qu'il faut dépasser tout cela pour être au service. Ça perturbe aussi l'harmonie de la sangha. Alors ça peut faire partie des processus qui se vivent, mais lorsque des personnes viennent avec des attentes fortes et des besoins d'être de dominer les autres, d'être dans le contrôle, dans le pouvoir, voire d'exiger que les autres soient à leur service, là, oui. on voit aussi ce type de comportement, on l'a vu. Bien sûr, bien sûr, au sein de notre groupe, on l'a vu, cela s'est produit. Sûr, des personnes qui sont venues, évidemment, elles n'ont pas pu rester parce que c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Mais c'est quelque chose qui se produit. Donc il y a aussi cette harmonie qui doit être oui. préservée pour assurer la pérennité du travail, des actions, absolument. De l'enseignement. Alors pour être clair justement sur tout ça, parce que l'idée c'était vraiment très précis, parler de cette communauté de cœur et de conscience, oui. Donc elle touche beaucoup de monde, et il y en a beaucoup qui font partie, et c'est vraiment formidable, et ça s'élargit, et c'est très bien déjà. Maintenant, venir à des moments, lors de retraite, etc., tout ça, c'est un plus, je crois que chacun qui a fait cette expérience le dit, c'est très bien. Maintenant, il y a des personnes, effectivement, qui aimeraient intégrer la sangha. Alors là-dessus, on va être encore un petit peu plus précis sur l'état d'esprit et les attitudes clés. Ça, c'est important. D'abord, il faut, pour que la personne puisse intégrer cette sangha, que son cheminement spirituel soit sa priorité. Pas quelque chose d'important, pas quelque chose de très important, sa priorité. Parce que toutes les personnes qui sont autour de moi, tu le sais bien, qui font partie de la sangha, c'est leur priorité. C'est cela. Parce que sinon, ça crée problème. Si pour certains, c'est leur priorité, pour d'autres, je suis là pour voir, ça ne va pas le faire. Il faut que ça soit la priorité. Ça, c'est une chose. Et puis, si c'est une sangha qui est constituée autour de maître, c'est le cas, alors il faut que chacun respecte et mettre en application les enseignements du maître. Si on ne le fait pas, si chacun fait ce qu'il veut, ça ne marche pas. On est d'accord? Et puis, si c'est une sangha qui s'est créée autour d'un enseignant spirituel, le maître, eh ben, on doit avoir ce maître pour référent. Ça s'est déjà vu aussi, des gens qui veulent venir, mais ils considèrent tel ou tel enseignant. Moi, c'est bien, je dis aux personnes qui suivent mes enseignements de s'intéresser à ce qui se passe. Au contraire, je convie les personnes à les découvrir, d'autres, etc. Mais on ne suit pas plusieurs enseignements. Donc il faut être clair. C'est une vraie différence entre s'intéresser, comprendre ce que d'autres disent, mais suivre, voilà, on est là auprès d'un maître, sinon c'est de la confusion. Voilà, bon, pour dire les choses simplement, donc autrement dit, tous les personnes de la sangha ont le même enseignant spirituel, ont le même maître. Voilà. Et puis, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, ne pas chercher à diriger les autres ou à donner des leçons aux autres. Et ça, c'est un grand classique. Les personnes qui veulent venir, ils savent déjà ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et ils viennent, ils ont du mal à se retenir pour dire « je pense qu'on devrait faire comme ceci ou comme cela, ou vous devriez faire ceci ou cela ». Venir en toute modestie, humilité. Essayer de comprendre d'abord pourquoi les choses se passent ainsi. Puis si on a des idées, en toute humilité, simplicité, les poser et de dire voilà, est-ce qu'il serait possible de cela ou pas, exposer, parce que ça aussi c'est important. La sangha doit s'enrichir au fur et à mesure, je le dis tout le temps. Cette diversité, elle est importante. Voilà, ce monde est pluriel. Et on le voit bien hein, au fur et à mesure que des personnes un peu nouvelles, mais on y va forcément doucement parce que les critères dont je parle, déjà, il y a très peu de personnes qui les réunissent. Mais quand c'est le cas, alors après, ça devient intéressant. Parce que c'est même pas toujours d'apporter des idées, de les verbaliser ou de dire ceci, mais c'est simplement par la personnalité différente
parce que l'autre est, que ça apporte quelque chose. Et ça, c'est déjà vraiment très, très intéressant. Donc, il faut bien comprendre, hein, l'idée, ce n'est pas quelque chose qui est fermé et que dire tout le monde doit faire exactement comme... Non, mais cette ouverture, elle doit se faire en toute simplicité, en toute humilité, et il faut qu'elle ait du sens. Cette sangha, en fait, il faut bien comprendre que c'est cette conscience qui la réunit. Les personnes sont appelées. Et parfois, il y a des personnes qui sont dans cette confusion, c'est très souvent, parce qu'ils sentent cet appel, qui est juste, mais ensuite ils s'y prennent très mal. Ils ne comprennent pas que si on a appelé, ça ne veut pas dire que tel que l'on est, tout va bien, tout est parfait, c'est tout le contraire. C'est qu'on va découvrir tout ce qu'on a changé, tout ce qu'on a fait, et c'est là où ça pose problème pour celles et ceux qui n'ont pas compris justement c'est quoi vraiment une sangha et qui vont être confrontés à cette situation. Alors si on a fait un gros travail sur soi, c'est différent, c'est plus fluide. Si on a fait ce travail sur l'ego, on peut arriver et s'intégrer avec une grande facilité, participer à n'importe quelle action, activité parce qu'on est ouvert à tout, etc. Mais on le sait bien, c'est très rare. Alors, je disais, ne pas chercher à diriger les autres, et on ne vient pas dans une sangha pour renforcer sa personnalité, mais pour s'en libérer. Là aussi, c'est important de comprendre. Donc, on ne vient pas, genre, voilà, je suis là. Non, c'est pas ça, en fait. La personnalité, c'est l'ego. On vient s'en libérer. C'est ça. Être plus attentif aux besoins des autres que des siens. Ça, c'est important. Et on le voit bien dès le départ, souvent, ce qui pose problème. Et que les gens viennent avec leurs besoins. Ils sont là tellement... Alors, c'est autre chose. Il faut aller voir, comme tu disais, il faut aller voir un thérapeute. Il faut aller dans une autre approche. Il y a des thérapies de groupe, il y a tout ça. Mais on n'intègre pas une sangha comme ça. Avec j'ai besoin, j'ai besoin. Oui. Il faut m'écouter, il faut m'entendre, il faut ceci, il faut cela. C'est pas ça. Il faut se faire remarquer par son absence. C'est ça la meilleure chose. Il faut briller par son absence. D'ailleurs, ce n'est que quand on est absent que l'on commence à briller. D'ailleurs, cette lumière intérieure qui se manifeste, tu sais ce que c'est. Les gens, des fois, cette absence libère notre vraie présence. Elle est tellement belle. Avant, c'est de l'agitation, c'est du blabla, c'est du bling-bling. C'est tout cela. Et si on savait que de disparaître, c'est la meilleure façon de résoudre tous nos problèmes. C'est la compagnie la plus agréable. Quelqu'un qui est absent, entre guillemets. Bien sûr, parce que se révèle autre chose. C'est ça, en fait. Alors, se mettre au service du collectif, c'est cela. Se mettre au service. On a eu beaucoup de gens qui voulaient le contraire, que tout le monde se mette à leur service. Et on rigole, mais c'est tellement vrai. C'est tellement. Aider le maître à accomplir sa mission, c'est être utile là où on a besoin de vous. C'est ce dont nous avons parlé lors de la précédente vidéo sur le Seva. Voilà, c'est faire ce qu'on a besoin. Et là, on a besoin de vous. C'est ça en réalité. Si on veut aider à accomplir. Et encore une chose, c'est en accomplissant son Seva que l'on reçoit les enseignements les plus précieux et ceux qui vont le plus nous transformer. C'est ça en réalité. Parce que ça peut paraître étrange à un moment donné de se dire, ok, donc je viens, je servis, je fais cela, on fait tout ça, mais c'est quand je suis... Il y a certains qui vont dire, mais ils vont se demander, mais c'est quand je suis enseigné? Mais c'est là que tu es enseigné. C'est la meilleure façon. C'est ça en réalité. Et d'autres qui croient justement, parce qu'ils sont venus pour apporter ce Seva et tout, et qu'on ne fait pas appel à eux immédiatement pour ceci, cela, se disent, ben, donc ça ne sert à rien, je ne reçois pas d'enseignement. Mais c'est ça ton enseignement. Tu le reçois en ce moment. Pourquoi on ne fait pas appel à toi? Essaye de comprendre. C'est un enseignement majeur. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu dans les dispositions qui permettent cet appel?
dès lors qu'on fait cette démarche, ça commence même avant de prendre l'avion. Mais dès lors qu'on vient de l'enseignant, on est enseigné. Et les personnes le savent bien, certaines, elles sont restées en colloque, hein, avec d'autres personnes et tout, elles ont compris qu'elles vivaient déjà l'enseignement majeur en partageant l'hébergement, le gîte et le couvert. Et c'est ça en fait. L'enseignement, il se fait. Donc, ce qui est important, c'est que tout ça peut être source d'incompréhension. C'est complètement normal. Mais dans ce cas-là, si on veut comprendre un peu, il faut venir à un moment donné, humblement, simplement auprès de celui qu'on est normalement venu voir et qu'on considère comme notre enseignant pour lui demander « Que se passe-t-il? Je vis telle chose, est-ce que tu peux m'enseigner, me dire, m'expliquer ?» C'est très facile après d'expliquer les choses. Mais si on ne fait pas cette démarche, et bien souvent, tu l'as vu faire, les gens ne font pas cette démarche. Ils ont déjà la réponse, leur réponse. Alors évidemment, on passe à côté. Et on ne comprend pas, en fait, qu'on a commencé à recevoir l'enseignement qu'il nous fallait, mais cet enseignement, il est bousculant. Et donc, si on ne va pas au bout, on renforce l'ego. Tu viens de dire quelque chose qui est, oui, qui est très important sur le fait que cet enseignement, il est très bousculant. Et pendant que je t'écoutais parler, je réalisais que je viens de comprendre très récemment pourquoi dans les ashrams, il y a autant de règles, il y a une telle rigueur. Et au tout début, je me souviens, ça m'étonnait lors des premiers voyages en Inde. Alors ça dépend des ashrams, ça dépend des lieux, mais il y a des lieux où vous êtes, on est vraiment cadré dès qu'on arrive, briefé, et on sent bien que tout est bien organisé de façon à ce que voilà, cela parte pas dans tous les sens. Et en fait, je comprenais pas pourquoi toute cette rigueur. Et aussi pourquoi, lors de certaines, même on le voit sur certaines vidéos, dans certains rassemblements, il y avait comme un cercle rapproché auprès de l'enseignant. Et je me disais, mais ils forment comme une garde rapprochée, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je le comprends avec le recul, après ce que nous avons vécu depuis des mois, des années, que cet enseignement spirituel, il attire énormément de personnes et que naturellement, lorsqu'on se sent attiré vers cet enseignement spirituel et vers cette lumière, et que l'on s'approche de plus près, donc lorsque l'on vient physiquement en présence de l'enseignant, eh bien, cela va faire ressortir nos parts d'ombre. Et il va y avoir ce combat qui va se déclencher entre l'obscurité et la lumière. Et les maîtres en ont parlé. Mahananda Mui disait que ce n'était pas très agréable pour nettoyer une mare, de récurer la boue, mais que ça faisait partie du processus. Et en fait, j'ai mieux compris aussi pourquoi il y avait toutes ces règles. C'est pour préserver cette harmonie qui naît et qui grandit dans la Sangha, parce qu'une Sangha, effectivement, c'est une famille spirituelle, c'est une fraternité, une sororité, avec des hommes et des femmes qui convergent avec le même objectif, de s'élever en conscience, qui ont ressenti l'appel et qui se rapprochent de l'enseignant spirituel. Mais beaucoup de gens peuvent sentir cet appel, comme tu l'as très bien expliqué, mais pour autant ne pas être prêts à intégrer cette Sangha. Et au préalable, il y a un travail sur soi à faire, il y a des ajustements à faire. Et s'ils se font à l'intérieur de la Sangha, ça peut être très perturbant, c'est source de distraction, au bas mot, hein, ça peut être source même de stress, parce qu'il y a des personnes qui entrent dans des états qui peuvent entrer dans des états de colère, de toutes sortes de manifestations que l'on peut voir. Et donc je comprends mieux, j'ai mieux compris aussi cette nécessité de ces règles en fait, qui peuvent aussi surprendre au début quand on veut s'approcher, on se dit mais pourquoi est-ce que je ne peux pas venir plus près, pourquoi est-ce que je ne peux pas rester mais en fait il y a une raison, et cette raison elle est importante, elle est bonne, elle est juste pour la Sangha, pour l'enseignant, mais aussi pour les chercheurs, parce que finalement ça permet de faire ce travail avant de pouvoir aller plus loin. Et je trouve que c'est très important d'en avoir conscience en fait. Et que c'est pas un repli sur soi, c'est pas une volonté de repli, parce que l'idée, c'est au contraire, c'est de faire grandir cette famille spirituelle. Et tu le dis souvent,
Et c'est ce que l'on vit. On voit bien que cette diversité, elle est importante, c'est ce qui nous enrichit. On est tous très différents et c'est ce qui nous apporte tellement et ce qui fait la richesse de cette Sangha. Mais il y a ces phénomènes qu'il faut prendre en considération pour pouvoir bien vivre, pour que tout le monde puisse bien vivre ce il ou elle a à vivre. Bien entendu. Il y a une vraie confusion car beaucoup de personnes viennent, mais parce qu'ils ont soif de reconnaissance, ils ont besoin, c'est les besoins, le besoin qui les pousse. Alors que venir dans une Sangha, c'est vraiment pour être au service, totalement. C'est être totalement au service. C'est pas être là pour exposer ses problèmes, pour dire ceci, cela, c'est être au service, être disponible pour faire ce qu'on a besoin, là où on a besoin. C'est ça, c'est cette disponibilité. Parce que c'est ça, le maître spirituel, c'est ça en fait. Il a renoncé à tous ses besoins depuis longtemps, sinon il n'est pas un enseignant. Il est là où Dieu lui a dit, tu viens. Et il fait ce que cette conscience lui dit, fais. C'est ça en réalité. Donc c'est ce que l'on apprend dans une Sangha. Donc on peut venir et dire, ben, voilà, moi je suis médecin et tout, et dire, ben, c'est super, on a besoin de quelqu'un pour nettoyer les toilettes. Tu es la bonne personne. C'est ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Et on sait bien que des maîtres, c'est ce qu'ils faisaient. Surtout quand on voit des gens venir avec leur ego, disant, moi c'est ça que je sais faire et tout. Ah bon, c'est parfait. Eh ben, c'est très bien. On a besoin de toi justement. T'es avocat, c'est ton boulot, on a besoin de toi pour faire le ménage. Parce que ça va être très bien. C'est ça en réalité. Et c'est très important. Alors tu as des personnes qui ont cette facilité. Toutes les personnes qui font partie de la Sangha, toutes, sont dans cet état d'esprit. Il n'y a aucun problème. Que ce soit Marie, Arjuna, Olivier, Eddy, toi bien sûr depuis longtemps, tout le monde a fait cette démarche pour dire voilà, je suis disponible et il n'y a jamais eu de problème pour quoi que ce soit. Et c'est ça qui est important. Et cet état d'esprit est important, sinon il ne ferait pas partie de la Sangha. Oui. Voilà. Quand Arjuna est venu au tout départ, il a dit il sait faire du foot. Et pour on va dire on va monter une équipe de foot parce que tu sais faire du foot. Elle a dit non, j'ai dit c'est super, tu vas faire de la communication digitale. Elle n'avait aucun rapport, a priori. J'ai dit ah bon, ok, pas de problème, on y va. Mais c'est ça en fait. Dire on a besoin de toi là. Et si tu dis ah ben non, moi c'est pas ça, c'est ceci, c'est pas la peine de venir. Parce que l'enseignant, c'est ce qu'il donne comme exemple. S'il a besoin de quelqu'un pour faire le ménage, il est toujours prêt. Il s'en fout, il est prêt, il fait tout ça, il peut faire. Et ce n'est pas son problème. Et donc, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et nous, c'est vrai, on disait, ben, il faut au moins que ces choses soient claires. Et ça l'est autour de nous, c'est-à-dire cet engagement, que c'est la chose vraiment la plus importante, cette disponibilité, hein, et donc être prêt aussi à servir pour ce que la Sangha a besoin, là où on a besoin de nous, etc. Ça aussi c'est très important. Et puis évidemment, ça ne veut pas dire que chacun a sa personnalité, a des difficultés, mais à partir de là, on peut l'envisager, ça peut se résoudre. Mais si ces aspects dont j'ai parlé ne sont pas clairs, ce n'est pas possible. C'est ça en fait. Alors après, on peut avancer parce que, voilà, des petites réactions d'ego peut y en avoir, des ceci, de cela, ok. Mais il faut au moins que ces aspects soient clairs. Voilà, on a un maître, on le respecte et on pratique ses enseignements. On est là pour se mettre au service, on est dans cette disponibilité et cette démarche spirituelle, c'est vraiment ma priorité. Voilà, et je le rappelle, la meilleure chose de briller, c'est de briller par son absence. Voilà, cette absence d'ego, c'est la meilleure chose. Et là, à partir de ce moment-là, on peut avancer. Et c'est pour ça que c'est pas si simple d'intégrer cette Sangha. Et comme je dis bien, je crois que j'ai été bien précis, c'est cette absence, comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo là-dessus, libère notre présence.
elle libère notre présence. Et c'est cette présence-là que moi je veux voir émerger. C'est pas les petites histoires d'ego, c'est pas ces manifestations. On vient auprès d'un maître, non pas pour raffermir sa personnalité, mais pour s'en libérer, s'en débarrasser. Et donc ça, c'est vraiment important. Et donc, il y a une responsabilité aussi de la Sangha, c'est que on est là, les membres de la Sangha sont là pour aider au plus près, justement, l'enseignant dans sa mission. Donc ils ont un rôle extrêmement important. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas le droit, en tant que membre de la Sangha, de faire perdre du temps aux autres, de monopoliser l'attention sur nous pour nos petites histoires. Sinon, c'est pas ça. Donc tout ça, c'est vraiment important et donc cette clarification, elle est nécessaire parce qu'effectivement, il y a de la confusion, pas un peu, il y a vraiment de la confusion entre le fait de se sentir uni par le cœur et la conscience, qui est tout à fait juste, et on peut se sentir vraiment dans cette union de cœur et de conscience, mais ça ne veut pas dire pour autant que toutes ces personnes qui ressentent cela pourront venir au sein de la Sangha et participer à cette, à cette mission qui consiste à aider à accomplir ce travail. Voilà, le travail du maître et tous ceux qui travaillent avec. Voilà. Je pense qu'on a été assez clair. Il me semble. S'il y a des questions, vous pouvez les poser en commentaire sous cette vidéo et on pourra clarifier ou refaire une vidéo s'il y a besoin de plus d'explications. Je pense qu'on a mieux compris ce qu'était la Sangha. Je te disais, la Sangha, c'est pas la samba. la samba qui symbolise le carnaval, c'est la fête et tout, c'est sympa aussi, mais c'est pas la même chose. Et donc la Sangha, c'est pas triste non plus, pas du tout. C'est autre chose, mais c'est pas le festival des égos. C'est tout le contraire, c'est l'hommage à la conscience, c'est se mettre au service du soi, et c'est donc de vouloir vraiment briller par son absence pour laisser justement cette lumière divine se manifester. C'est cela. Et donc on a exposé les qualités requises, l'état d'esprit. Et j'espère qu'à partir de là, ça permettra aux uns aux autres de mieux comprendre qu'on peut faire partie de cette communauté. Et il y en a beaucoup qui en font partie et c'est magnifique. Mais voilà, il faut après d'autres dispositions pour pouvoir entrer dans cette Sangha. Mais celles et ceux qui sont dans ces dispositions, évidemment, ne demandent pas mieux. Namasté. Namasté.